Du coup, bienvenue à ce webinaire où il sera question de l'utilisation d'indicateurs dans le cadre d'une approche systémique pour évaluer la qualité, ici dans le domaine de la formation. Alors, c'est un sujet extrêmement vaste, vous vous en doutez, donc j'ai dû faire aussi des choix pour restreindre un peu les thématiques pour faire tenir tout ça dans 20 minutes à une demi-heure. Et du coup, s'il y a des aspects que je n'aurais pas abordés, ben, volontiers, j'en parlerai dans la partie échange. Donc, pour ce qui est du plan du webinaire, après ce moment d'accueil de bienvenue, je vais me présenter personnellement et puis on va attaquer après les contenus. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur et surtout de contextualiser finalement l'utilisation des indicateurs dans des démarches qualité, donc d'avoir une vision un peu plus large, d'élargir un peu le regard sur le contexte dans lequel ces indicateurs sont utilisés. Après, on verra un peu comment construire certains des indicateurs. On peut passer en revue un certain nombre d'indicateurs courants en formation. Et puis après, j'aborderai encore des vigilances qu'il faut, à mon avis, auxquelles il faut faire attention quand on utilise des indicateurs. Et puis après, on aura justement ce moment de partage de questions et réponses. Donc, je m'appelle Raymond Gaffner, je suis en fait chimiste de formation à la base et j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique et puis ensuite dans l'industrie alimentaire pour progressivement devenir responsable de l'assurance qualité dans une chocolaterie. Et ça, c'est un poste que j'ai occupé pendant à peu près une quinzaine d'années. C'est là que j'ai été mis en contact, bien sûr, avec cette notion d'indicateur en tant que responsable qualité. Et en fait, dans ce parcours professionnel, j'ai été amené à quitter un peu le monde, je dirais, des éprouvettes et de la chimie pour aller plutôt dans le monde de l'organisation d'entreprise, de la performance d'entreprise, de l'accompagnement des groupes, des équipes, dans l'amélioration continue. Et c'est un aspect de mon job en fait qui m'a beaucoup plu, ce qui fait que j'ai décidé d'en faire mon métier. Et en 2009, j'ai ouvert ma propre entreprise, Gaffner Perspective, où je suis actif en gros dans 3 grands axes de travail. La formation pour adultes, que j'exerce aussi bien dans, je dirais, les institutions de formation que dans les entreprises. L'accompagnement des organisations, et ça c'est, je dirais plutôt, il y a des organisations qui ont un besoin momentané parce qu'ils peuvent être en difficulté sur un aspect ou un autre, ou qui veulent mettre en place des projets transversaux, puis qui ont besoin de ressources externes, et du coup je les accompagne dans ce genre de situation. Et puis le coaching individuel et collectif qui est venu en fait se greffer un peu sur les 2 premières activités, toujours du coaching sur le plan professionnel. Et puis vous voyez encore apparaître à l'écran quelques termes comme qualité, management, gestion de projet, stratégie en entreprise. J'aurais pu encore rajouter quelques-uns qui sont en fait les principaux thèmes sur lesquels j'interviens dans le cadre des formations et des accompagnements que je fais. Alors, donc si on entre un peu dans les contenus de ces indicateurs, j'aimerais d'abord les replacer justement dans quelque chose qui est plus large, ces démarches qualité. Parce que c'est vrai que en fin des années 80, quand ces démarches qualité sont devenues de plus en plus importantes, eh bien on a vu l'apparition et l'émergence de plein d'indicateurs au fur et à mesure que ces démarches qualité progressaient. Et j'ai retenu en fait, je pense, des éléments qui me semblaient être importants parce que toutes ces démarches qualité sont sous-tendues par des différents principes. En général, on parle de 8 principes qui sous-tendent toute démarche qualité. Ici, j'en ai mentionné 7 qui me semblaient être pertinents. Premier principe, c'est l'orientation client. Ça paraît assez évident qu'il y a un enjeu majeur derrière cette orientation client pour une organisation, parce que s'il n'y a pas de client, finalement, l'organisation n'est pas pérenne. Donc, il y a un enjeu de pérennité derrière le fait qu'une entreprise ou une organisation doit être orientée client. Et que signifie être orienté client? Eh bien, ça signifie que d'abord, l'organisme doit montrer sa capacité à identifier les besoins de ses clients et dans un deuxième temps, d'évaluer la satisfaction de ses clients. On parle de la qualité comme étant l'aptitude d'un système à satisfaire des exigences, en fait, sous-entendu, exigences des clients. Il faut, ici, dans les démarches qualité, comprendre que le client, c'est au sens large du terme, ce n'est pas seulement le consommateur final d'un produit ou d'un service, mais c'est l'ensemble des parties prenantes finalement à l'organisation. Ça, on verra un peu plus en détail dans le slide suivant. Un deuxième principe qui est souvent très utilisé, bien sûr, dans la fixation
d'objectifs et d'indicateurs, c'est l'amélioration continue. Finalement, une organisation, elle vit toujours dans un contexte, dans un système assez complexe, et ce système a tendance à changer, et changer de plus en plus vite. Et du coup, l'organisme doit toujours s'adapter finalement à cette évolution et aussi améliorer la qualité de ses performances en interne. Donc on parle ici de l'amélioration continue, par petits pas, pour continuellement en fait s'adapter à des situations qui se changent dans le temps. Dans les années 2000, sont apparus en fait différents principes dans la norme ISO, dont celui de l'approche par processus. Quand on parlait d'organisation, à l'époque, on était beaucoup orienté sur la structure verticale de l'entreprise, c'est-à-dire l'organigramme. Et ça a développé, évidemment c'était positif hein, de clarifier quelles étaient finalement les fonctions de chaque personne dans l'entreprise, mais ça a eu tendance à cloisonner l'entreprise un peu à la verticale. Et l'approche par processus a eu l'intention de rendre en fait une vision plus horizontale de l'entreprise, du coup de décloisonner l'entreprise. Et c'est aujourd'hui sur les processus que sont finalement fixés la plupart des indicateurs de performance. Bon, je viendrai un peu plus en détail aussi après. L'approche systémique, c'est aussi un principe important parce que c'est marqué aussi dans la définition de la qualité, c'est l'aptitude d'un système. Donc il faut avoir une approche par rapport à ce système qui a une certaine complexité. Et donc, cette approche systémique a tendance aussi à justement éviter le cloisonnement. Quand on parle d'un indicateur, par exemple, on va lire un indicateur, eh bien, il n'est pas à lire seulement pour lui-même. Il sera en lien avec une chaîne de cause à effet, et c'est cette complexité de la cause de chaîne à effet, de la chaîne de cause à effet, qu'on va en fait avoir cette approche systémique et mieux comprendre l'ensemble du système. L'approche factuelle est un principe important aussi, et qui est justement celui, finalement, qui est en lien le plus avec les indicateurs. Pour prendre des décisions intelligentes, il faut encore avoir des informations objectives, des informations factuelles. Et du coup, c'est justement ça l'idée de l'introduction de l'indicateur. L'indicateur, en fait, est une mesure ou une information qui donne en fait quelque chose de factuel pour la prise de décision. Et puis finalement, on s'est aperçu aussi qu'il ne suffisait pas d'avoir des belles procédures pardon, ou un beau manuel qualité dans les tiroirs pour que le système qualité fonctionne. Il faut encore que le personnel s'implique, qu'il soit partie prenante en fait de ces démarches qualité, donc il y a aussi du leadership au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était peut-être aussi un élément en fait, qui est venu un peu en dernier dans les démarches qualité, parce qu'on s'est aperçu des limites justement de ces systèmes quand on ne tient pas compte finalement de l'humain. Donc, si on prend tous ces principes sur lesquels sont basées les démarches qualité, on peut imaginer, et c'est des sources de réflexion pour moi, pour poser des indicateurs ou construire des indicateurs qui vous seront utiles. Pour compléter ce qu'on a vu jusqu'à présent, j'ai pensé aussi à vous montrer le modèle de l'université de Saint-Gall, qui en fait propose une lecture des organisations, donc d'une organisation, d'une entreprise. On voit apparaître en fait cette organisation ici au centre du modèle en bleu. Et puis l'intérêt de ce modèle de l'université de Saint-Gall, pour moi, c'est que en fait l'organisation n'existe pas seule pour elle. Elle est toujours incluse en fait incluse dans un système beaucoup plus complexe qu'on appelle finalement les sphères environnementales. Ici, on voit apparaître société, nature, technologie ou économie, par exemple. Ce sont toutes des sphères environnementales dans lesquelles l'entreprise évolue. Alors, pour prendre l'exemple de technologie, un exemple récent, c'est l'intelligence artificielle. Alors ici, ce n'est pas le débat de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais finalement, on constate que c'est un fait que voilà, l'environnement change. Et puis ensuite, la question sera comment est-ce que l'entreprise ou l'organisation va tenir compte de cette évolution dans sa propre évolution, finalement. Est-ce qu'elle va l'intégrer? Comment est-ce qu'elle va l'intégrer? Comment est-ce qu'elle va l'utiliser? Mais du coup, l'entreprise doit avoir un peu ce regard sur son environnement pour essayer de s'adapter au mieux. Et dans ces sphères environnementales, on trouve
ce qu'on appelle des stakeholders ou les parties prenantes. Ici, par exemple, fournisseurs, État, collaborateurs, clientèle, etc. Ce sont en fait toutes les personnes ou les entités qui vont être en relation avec l'entreprise ou la structure et du coup qui auront des besoins auxquels l'organisation va devoir répondre. Et donc, c'est aussi une bonne connaissance finalement de ces stakeholders qui entourent, qui se situent dans les sphères environnementales, la compréhension en fait, de ces besoins va être importante pour l'entreprise. Ça va être justement quelque part l'orientation client. Et puis on voit finalement au centre donc, de l'écran l'explication qu'en fait l'Université de Saint-Gall. On distingue en fait 3 grandes facettes dans ce modèle. La première facette, c'est ce qu'on appelle les moments d'ordre, qui est en dessus, et qui sont composés de stratégie, structure et culture. Alors évidemment, la stratégie va être un élément clé qui va prendre en compte justement l'évolution de ces sphères environnementales et comment est-ce qu'elle va intégrer ça dans l'ensemble de sa structure. Donc là, évidemment, la stratégie va jouer un grand rôle finalement dans la mise en place des indicateurs utiles pour vérifier que la stratégie ensuite soit déployée réellement dans l'entreprise. Donc il y a ici une idée aussi de se dire, si l'entreprise définit une stratégie, quels indicateurs vont être utiles pour suivre la mise en œuvre de cette stratégie au sein de l'organisation. Structure, je ne vais pas trop développer, parce qu'il n'est pas très utile de mettre des indicateurs sur une structure à mon sens. Par contre, et la culture, on ne peut généralement pas non plus placer d'indicateurs sur la culture, je ne vois pas trop l'intérêt de le faire comme ça a priori. Par contre, c'est un élément dont il faudra tenir compte dans le choix et de comment est-ce qu'on va instaurer ou mettre en place des indicateurs. C'est vrai que ce n'est pas innocent, le fait de mettre des indicateurs, et il y aura un certain nombre de vigilances qu'on va voir un peu plus tard. Et du coup, est-ce que l'entreprise ou l'organisation a une culture qui permet le fait de partager des indicateurs dans l'entreprise. Ça, c'est peut-être un thème, sans poser des indicateurs sur la culture, c'est de tenir compte de cet aspect-là quand on choisit de mettre des indicateurs en place. Donc ça, c'était les sphères, les moments d'ordre. Et puis, on arrive après dans la deuxième facette de ce modèle qui parle en fait des processus de l'entreprise, processus de conduite ou de management. Les processus qu'on appelle ici commerciaux, c'est en réalité les processus métiers. C'est tout ce qui se passe entre la demande du client et sa satisfaction. Et puis tous les processus de soutien qui sont finalement les processus qui ne sont pas des processus métiers, mais qui sont utiles pour que l'ensemble fonctionne correctement. Et c'est généralement là qu'on trouve la plus grande majorité des indicateurs pour optimiser finalement le fonctionnement de ces processus. Et puis on voit la dernière facette de ce modèle qui parle en fait d'innovation et d'optimisation. 2 façons pour une entreprise de progresser, soit par grands pas, l'innovation, je parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est une innovation et qui peut faire progresser en fait en très peu de temps une institution. Précédemment, on a eu par exemple les nouvelles technologies de l'information et de la communication, une innovation aussi majeure qui a permis, par exemple, de faire des formations à distance, ce qui n'était pas forcément possible avant. Du coup, ces innovations, en fait, font progresser une institution ou une entreprise à grands pas. L'optimisation, on est plutôt ici dans l'idée de l'amélioration continue que j'ai évoquée avant comme étant un principe des démarches qualité. Donc l'optimisation, on est ici plutôt dans les progrès à petits pas, mais de façon continue pour optimiser l'ensemble du fonctionnement d'une structure ou d'un système. Donc en fait, ce schéma peut aussi servir de réflexion, de base de réflexion pour répondre à la question où placer des indicateurs finalement dans l'entreprise, à quoi est-ce qu'ils vont me servir. Plus précisément sur la notion même d'indicateur, j'ai retenu en fait une définition que je trouvais assez simple, assez directe, et qui me paraît utile, c'est qu'un indicateur est une information ou une mesure de quelque chose qui permet de prendre des décisions. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra aussi pas mal retenir finalement les éléments de la présentation. C'est qu'un indicateur, il devra être conçu de façon à pouvoir prendre des décisions. Si un indicateur est placé
et qui ne permet pas de prendre de décision. Il faut vraiment se poser la question de son utilité. Au final, pourquoi un indicateur? Alors, j'ai recensé ici quelques indicateurs qui peuvent être alors, pris du quotidien, comme la vitesse ou la pression atmosphérique, mais aussi des indicateurs qui sont plus proches finalement des préoccupations de la formation. Mais si je reprends finalement la vitesse, le compteur de vitesse pour un indicateur, pour un conducteur, ben, ça va lui permettre de savoir s'il devra freiner, s'il est en dessus des limitations, ou au contraire, qu'il peut accélérer ou pas. Encore faut-il que pour l'indicateur vitesse, il y ait un objectif qui soit défini. C'est-à-dire, par exemple, pour les villages, ben, on sait que c'est 50 ou 30 selon les indications, mais le standard, c'est 50. Et du coup, si ma vitesse est supérieure à 50, je sais que je dois freiner. Donc, à tout indicateur, on devrait associer un objectif pour rendre la décision à la fois rapide, sûre et juste. J'ai pris l'exemple de la pression atmosphérique. Quand j'étais enfant, en fait, j'ai pensé à un moment de la préparation de cette présentation, je me remémorais le moment où mes parents allaient lire le baromètre pour savoir si finalement est-ce qu'on allait dans l'excursion ou bien est-ce qu'on devait juste s'équiper de parapluie ou de kawaii. Eh bien, la pression atmosphérique, en fait, est un indicateur ou une mesure d'un paramètre et qui nous permet de prendre des décisions. Plus proche des préoccupations de la formation, taux de remplissage des classes, par exemple, ben là aussi, ça va permettre de prendre des décisions. Finalement, est-ce que je vais laisser ma classe ouverte ou est-ce que je vais devoir la fermer pour des questions de viabilité? Ou si je la laisse ouverte, malgré qu'elle n'est pas suffisamment remplie, je vais devoir prendre une décision sur comment la viabiliser. Et peut-être je prends ici au passage l'occasion de dire que finalement, un indicateur ne va jamais vous donner de solution toute faite. Elle va vous donner une indication qui vous permet finalement de prendre des décisions, mais il faudra toujours aller chercher dans la chaîne de cause à effet les sources avec lesquelles vous allez, enfin, ce sur quoi vous allez agir pour améliorer la lecture de l'indicateur. En se souvenant que l'indicateur est toujours, souvent, la plupart du temps, posé sur l'effet, mais pas sur les causes. Et c'est bien sur les causes qu'il faudra agir plus tard pour améliorer la lecture d'un indicateur. Puis bon, après, je ne vais pas faire, je dirais, le détail de chacun de ces indicateurs, turnover ou taux de réussite ou d'échec aux examens. On pourra peut-être en parler plus tard dans la partie échange. Pour définir un indicateur, j'ai ici posé les questions qui me semblaient être posées dans l'ordre, parce que pour moi, il y a un ordre dans tout ça qu'il faudrait respecter. D'abord, première question en fait, qu'il faut se poser quand on veut fixer un indicateur, c'est pourquoi? Finalement, à quoi il va servir? Quelle décision il va permettre de prendre? Sans avoir des réponses claires à ça, je pense que ce n'est pas utile de vouloir poser des indicateurs parce qu'une norme vous a dit qu'il fallait la poser, ou en poser, mais c'est finalement, au final, ça va être servi. Pourquoi? Quelle est la cause de ça? Et associé au pourquoi, généralement, il y a le qui, à qui ça va servir, parce que tous les indicateurs ne vont pas servir à tout le monde. Il peut y avoir certains indicateurs en formation qui seront utiles pour le formateur, mais il y en a d'autres qui vont être utiles pour plutôt l'institution de formation. Il pourrait y avoir certains indicateurs qui peuvent être utiles pour celui qui a mandaté la formation ou pour une entreprise qui aurait mandaté une formation. Bref, il faudra choisir quel indicateur va à qui et pourquoi. Une fois qu'on a réglé ça, on pourra se poser la question finalement, qu'est-ce que je vais mesurer, quels paramètres est pertinent de mesurer pour renseigner ce que ça doit renseigner. Ensuite, comment, alors bien sûr, comment je vais collecter les informations et les données qui vont permettre d'alimenter finalement l'indicateur. Et ça, c'est souvent, ça peut avoir un certain degré de complexité en fonction du type d'indicateur qu'on utilise, et ça prend souvent des ressources, parce qu'il faudra alimenter ces indicateurs. D'où l'enjeu de ne pas en avoir trop, parce que ça donne finalement beaucoup de travail, ça consomme beaucoup d'énergie d'alimenter des indicateurs quand ils ne sont pas alimentés de façon automatique. Donc, ça, c'est une première vigilance. Puis, quelque part, comment interpréter les résultats? C'est-à-dire, à l'avance, il faudrait effectivement, c'est là qu'on fait le lien avec l'objectif. Pour chaque indicateur, on devrait avoir associé un objectif
ça va faciliter finalement l'interprétation des résultats et éviter aussi les surinterprétations de ces indicateurs. Et puis au final, quand à la fois saisir des informations, à quelle fréquence est-ce que je vais alimenter cet indicateur et surtout aussi à quelle fréquence est-ce que je vais faire remonter ces informations, est-ce que je vais donner à lire cet indicateur. Certains indicateurs peuvent être utiles en temps réel, comme la vitesse que j'ai évoquée avant. Par contre, peut-être qu'il y aura d'autres indicateurs qui seront moins pertinents à lire fréquemment, et peut-être que ça me suffira de le lire une fois tous les mois, ou une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois. Du coup, là, il faudra aussi régler cette fréquence à la fois de collecte de données, mais aussi de restitution finalement pour la remontée d'informations. Ici, j'ai recensé quelques indicateurs courants en formation. Donc, j'ai évidemment fait une sélection parce qu'il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Le premier qui m'est venu à l'esprit, parce que c'est vrai que je le vois souvent utilisé, c'est le taux de satisfaction. Bien sûr, c'est une préoccupation, on l'a vu, envers l'orientation client. Le taux de satisfaction, du coup, est évidemment un enjeu pour beaucoup de personnes autour de la formation, autour des acteurs de la formation. Simplement que quand on pose en fait un indicateur de satisfaction, il faudra être vigilant aussi de ne pas rester trop générique. C'est-à-dire, c'est bien joli de savoir que les personnes qui ont suivi ma formation sont satisfaits ou pas, mais ce qui m'intéresserait moi surtout de savoir, c'est de quoi, à propos de quoi ils sont satisfaits ou non. Parce que c'est ça qui va me donner des informations utiles pour m'améliorer. Le fait qu'ils soient satisfaits, voilà, c'est bien joli, mais je ne sais pas à propos de quoi. Donc ce sera bien sûr à la fois un rappel ici, taux de satisfaction, il faudra un objectif, c'est-à-dire où on met le curseur, et puis d'être suffisamment spécifique dans ce que je mesure à propos de la satisfaction. Et là, je vais donner un exemple tout à l'heure dans les slides qui suivent. J'ai mentionné aussi dans le tableau, vous pouvez le lire un peu au fur et à mesure que je parle finalement, j'ai mentionné des enjeux ou des intentions derrière le fait de poser des indicateurs, mais aussi quelques dangers que j'y vois et dont il faudra être vigilant en fait quand on pose l'indicateur et surtout quand on l'interprète. Je prends par exemple le temps de formation par employé. Dans les entreprises, c'est souvent un indicateur qui est posé simplement pour vérifier que les employés en fait sont suffisamment formés ou que l'entreprise prévoit un temps suffisant de formation et que leurs employés soient bien formés. Mais évidemment, l'intention de base, elle est bonne. Donc, c'est assurer finalement une formation en suffisance au sein de l'entreprise. Mais on pourrait aussi être tenté de dire, ah ben tiens, cette année, on est un petit peu en dessous du quota. Du coup, on va peut-être mettre des formations en place pour rassurer l'indicateur et puis éviter finalement qu'il montre quelque chose qu'on n'aimerait pas voir. Donc, le danger, ce serait de faire des formations à alibi, bien sûr, juste former pour former, sans avoir forcément une intention particulière derrière. Ça s'est déjà vu par le passé. J'ai déjà dû intervenir dans des formations qui étaient comme ça et je ne le savais pas. Et du coup, ce n'est pas forcément toujours agréable parce que les personnes qui sont en face ne voient pas pourquoi ils sont en formation. Donc, je prends cet exemple-là parce que pour chacun des indicateurs en fait, qui est posé ici, il y a une intention qui est généralement positive et il y a toujours un peu des dangers dans l'excès de l'utilisation de ces indicateurs. Donc, vigilance. Je prends aussi peut-être le taux de réussite aux examens. On aurait tôt fait de dire, ah mais si on a un taux de réussite trop bas, ou un taux d'échec trop élevé, eh bien, ça pourrait vouloir dire que finalement, les formateurs ne font pas leur job. Et on aurait peut-être une interprétation qui peut être juste, comme elle peut être fausse, parce qu'en fait, ça peut être très bien le système d'évaluation qui n'est pas en adéquation avec la formation qui a été donnée. Peut-être que c'est simplement l'évaluation qui ne joue pas. Donc, c'est là aussi que je rappelle l'idée que le taux de réussite, c'est finalement l'effet qu'on mesure, et l'indicateur, il est posé sur l'effet. Par contre, il faudra effectivement réfléchir sur les causes possibles de cet effet. Donc voilà un tableau un peu qui résume l'ensemble de ces indicateurs courants dont on pourra peut-être discuter effectivement tout à l'heure. Et j'ai pensé, parce que récemment, en fait, ça
Ça m'est arrivé, j'ai fait une formation, j'ai animé et conçu et animé une formation pour une institution qui m'a confié un mandat. Et puis, j'ai reçu en fait en retour l'analyse finalement de la satisfaction des participants. Alors là, on est vraiment focalisé uniquement sur les indicateurs de satisfaction et pas sur le reste. Et j'ai trouvé cet exemple super intéressant en tant que formateur parce qu'on me restitue la satisfaction à propos d'éléments bien précis. Par exemple, ici, la question était de savoir est-ce que les objectifs du cours étaient clairs ou non. Et c'était un critère, finalement, pour l'institution de formation qui est important par rapport à la satisfaction, qui peut contribuer finalement à la satisfaction des participants. Et ici, on a alors voilà, des réponses qui sont très positives. Oui à 80%, plutôt oui à 20%, et puis ensuite plutôt non ou non, il n'y en a pas. Du coup, c'est assez rassurant pour le formateur. Mais finalement, où est le curseur? Est-ce que je suis largement en dessus de ce qui était attendu par rapport à ça, ou est-ce que ben non, il faudrait avoir 100% de oui, quoi. Ou bien est-ce qu'on admet, jusqu'où on admet des plutôt non ou des non? Et pour moi, ça pourrait être aussi un indicateur, enfin un complément d'information pour lire juste cet indicateur, c'est où est placé finalement le curseur. Un autre aspect pour justement, il y en avait je crois une douzaine de ces indicateurs, alors je vous en ai mis 3 en fait, j'en ai sélectionné 3. En fait, l'articulation théorie-pratique, et en tant que formateur, bien sûr, on y pense au moment où on conçoit une formation, mais c'est vrai qu'on reçoit rarement de retour à ce propos en tant que formateur. Et j'ai trouvé justement intéressant qu'une institution puisse me donner finalement cette information. Pour moi, elle m'est utile. Ça confirme que c'est un aspect important pour moi et pour les personnes, et ça confirme que la façon dont je l'ai fait était OK. Mais là, encore une fois, il manquerait pour moi un peu l'objectif, c'est-à-dire où on met le curseur. Et puis le dernier indicateur de satisfaction que je trouvais aussi intéressant d'aborder dans le cadre de la présentation, c'est alternativement à êtes-vous satisfait d'une formation, de la formation que vous avez suivie, globalement, la question est plus précise ici, ou plus utile à mon avis. Quelle serait la probabilité que vous recommandiez ce cours à un collègue ou une collègue? En fait, ça permet aussi de voir dans quelle mesure les participants vont potentiellement en parler positivement à d'autres. Et puis, il y a effectivement ici, je crois, dans la littérature, certains objectifs qui peuvent être fixés, mais là, encore une fois, j'ai rien du tout, en fait, qui me permet d'affirmer que le retour que j'ai eu est ce que l'institution, finalement, cherchait à avoir. Voilà, donc quelques indicateurs qui me paraissaient être intéressants, en fait, en tant que formateur, parce que ça me renseigne, en fait, sur ma pratique, et ça me permettrait, le cas échéant, de l'ajuster en fonction des besoins à la fois de l'institution, mais surtout des participants. Puis pour terminer, en fait, quelques vigilances auxquelles j'y pensais, qui me paraissent être souvent du bon sens, mais en fait, ce n'est pas toujours appliqué de cette façon-là. C'est quand on fixe les indicateurs, qu'on les utilise, c'est bien sûr de cibler les informations utiles en fonction du public. Comme je l'ai dit avant, tous les indicateurs ne sont pas utiles pour tout le monde. Et c'est comme si je rentrais dans mon véhicule et puis que j'avais en fait 50 indicateurs à lire, probablement que d'abord je ne saurais plus où aller chercher quelle information, donc je ne la trouverai pas. Et puis ensuite, je lirai plus rien finalement, parce que ce serait trop pour moi. Et j'en perdrais en fait la vision sur la route. Si je dois cibler quel indicateur je dois lire en permanence, je perds le regard sur la route, et je pense que c'est quand même plus important de garder le regard sur la route, pour des questions de sécurité évidentes. Et du coup, c'est un peu la même chose dans l'utilisation d'indicateurs dans des centres de formation. Je pense que c'est un peu la même idée, limiter le nombre d'indicateurs à un minimum, mais qui soit utile pour les personnes visées. Ensuite, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, poser des objectifs. Ça, c'est une vigilance importante. Ça permet d'éviter en fait de fausses interprétations ou des surinterprétations. Et puis,
se rappeler que l'indicateur est toujours posé sur les effets jamais les causes, donc chercher à vérifier les hypothèses qui sont derrière la lecture des indicateurs. Éviter les solutions donc toutes faites ou les décisions hâtives, et puis éviter en fait justement cette multitude d'indicateurs superflus, parce que ça consomme du temps, ça consomme de l'énergie, et puis finalement les gens s'y perdent. Et puis une dernière vigilance qui me paraît être hyper importante, comme dans toute démarche qualité, il faut essayer de distinguer finalement les processus des personnes. Et quand on classe un indicateur, toujours se remémorer qu'on mesure la performance d'un processus et pas la performance des personnes. Et autrement, si on fait cet amalgame processus-personne, on risque en fait d'aller vers quelque chose qui est très contre-productif et les personnes vont se sentir visées personnellement, donc vont chercher après à trouver des excuses ou trouver plein d'arguments pour lesquels l'indicateur ne fonctionne pas, ou n'est pas utile, ou n'est pas bien construit, et du coup n'entre pas dans une démarche d'amélioration. Parce que finalement, les indicateurs devraient vous aider à entrer dans une démarche d'amélioration et pas vous freiner là-dedans. Donc ça, c'est aussi une vigilance super importante que je vois souvent dans les entreprises comme étant une difficulté. Voilà, donc il y a des a priori, puis après des difficultés pour les personnes à entrer justement et à s'ouvrir pour essayer de trouver des solutions aux problèmes réels. Voilà, on est arrivé gentiment au fin de la présentation. Je vais gentiment clôturer en fait le partage de mon écran, arrêter le partage de l'écran, et puis on entre maintenant dans la partie questions-réponses et puis échange de pratiques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, ben voilà, je suis ouvert à toutes vos questions et échanges. Merci beaucoup, Raymond Gaffner, pour cette super présentation. C'était vraiment très, très riche. Et en effet, on ouvre maintenant la deuxième partie de ce webinaire qui est dédiée à une discussion ouverte. Vous pouvez à la fois poser des questions à Raymond Gaffner sur sa présentation, à partir aussi de votre pratique, de votre quotidien professionnel, de vos questions, et puis Solange notamment, et les autres membres du comité RQFA aussi, si elle et il le souhaitent, sont là pour animer un petit peu ce débat. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Emmanuel? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour votre très bonne présentation. J'ai d'ailleurs appris, j'ai deux questions. J'ai appris beaucoup de choses avec ce modèle de Saint-Gall, hein, qui est très complet. Juste pour ma curiosité, est-ce qu'il existerait aussi d'autres alternatives à ce modèle? Ça, c'était la première question. Deuxième question, j'ai trouvé très, très pertinent votre remarque par rapport à l'indicateur. Est-ce qu'il est pour juger le formateur ou la formation d'une façon générale? Est-ce que vous auriez peut-être quelques pistes par rapport à ça? J'ai l'impression qu'on fait malheureusement, on évalue souvent la personne. Voilà, ce sont mes deux questions. OK. Alors, en tant que modèle, l'Université de Saint-Gall, effectivement, a proposé ce modèle pour clarifier ce que c'est, quand on parle d'organisation d'entreprise, de quoi on parle. En fait, des alternatives à ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a en fait la norme ISO 9001 que je connais aussi comme étant une alternative qui propose en fait l'approche par processus avec la cartographie des processus. Et je pense que ça peut être intéressant de se baser en fait pour définir des indicateurs spécifiques à votre institution, de regarder cette cartographie des processus. À mon avis, c'est là-dessus que j'irais comme étant une alternative. L'Université de Saint-Gall propose un modèle qui est effectivement très large et utilisable en fait un peu dans toutes circonstances. Voilà, donc ça ouvre un peu, je dirais, le regard sur d'autres fonctionnements. Donc là-dessus, on pourrait probablement aller. Il y en a peut-être un autre encore qui me vient comme ça à l'esprit. Vous connaissez peut-être l'analyse transactionnelle. Voilà. Eh ben, en fait, il y a eu des modèles qui ont été élaborés sur la base de l'analyse transactionnelle qui pourraient, à mon sens, être aussi des alternatives au modèle de Saint-Gall et qui parlent finalement des organisations et voilà, de comment est-ce qu'elles sont constituées, quels sont les enjeux, quels sont
les acteurs en fait derrière ces institutions ou les organisations en général. Donc ça, c'est, je dirais, les deux modèles que je verrais comme étant des alternatives possibles qui viennent compléter le modèle de Saint-Gall. Après, alors, votre deuxième question est, est très complexe en fait pour répondre à ça. Alors, c'est vrai qu'il faudra déjà, dans la conception des indicateurs, réfléchir sur évaluer les processus. Typiquement, par exemple, ce que je vous ai montré comme indicateur de satisfaction que l'institution m'a renvoyé suite à mon intervention. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce qui est évalué, c'est la proportion pratique-théorie. Et c'est pas moi en fait qui est évalué. C'est en fait j'ai un regard des participants sur la proportion théorie-pratique. Donc déjà rien que la façon dont c'est formulé, pour moi je me sens pas personnellement visé, mais c'est mon choix qui aura été peut-être mis en cause. Et c'est moins délicat que un indicateur qui serait posé sur le formateur directement, quoi. Ça c'est un premier élément. Ensuite, moi je dirais que là où l'enjeu est le plus grand, c'est pas seulement là, c'est surtout au moment où on va restituer les résultats. C'est-à-dire de faire justement de cette culture de l'amélioration continue, de rappeler au moment où on redonne les résultats d'un indicateur, hein, quand on donne ces indicateurs, qu'on rappelle qu'il s'agit en fait de quoi on parle dans les résultats voilà, qu'on fournit. Qu'est-ce qu'on veut mesurer en fait, hein? Ouais, c'est ça. Améliorer, et il faut toujours rappeler que c'est pas améliorer le formateur ou la personne, mais c'est d'améliorer l'ensemble du système et un processus en particulier, par exemple. Et du coup, ce sera inviter peut-être le formateur à poser le regard sur son processus. Et c'est le processus qui va être amélioré. Et c'est grâce à ça qu'on va faire des véritables avancées. Si je dis maintenant à quelqu'un, ben, il faut t'améliorer dans ta façon de former, ben, ça va être difficile à accepter d'abord par la personne, puis ensuite il ne sait pas quoi faire. Tandis que si on va lui dire, OK, dans ta conception entre la balance entre la pratique et la théorie, ben, les participants ont pensé que c'était bien ou pas bien, voilà, il y a eu trop de théorie, pas assez de pratique, ben, ça me donne un indicateur intéressant pour me dire, ah ben, maintenant, comment est-ce que je vais modifier ça? Et il faut toujours aussi rappeler à la lecture de ces indicateurs qu'il s'agit d'une perception des personnes. Ce n'est pas la vérité. C'est une perception qui a été faite à un moment donné. Et même parfois, on peut avoir une même formation qui est faite 3 fois, avec trois classes différentes, mais en parallèle. Ben, du coup, il pourrait y avoir des retours complètement différents parce que fait dans un autre contexte, c'est des autres personnes qui ont une autre perception. Donc, il faut toujours rappeler en fait ça comme étant un moyen. C'est comme la vitesse que j'ai évoquée, ben, ça me permet de prendre une décision à propos de ma vitesse. Mais ça ne dit rien à propos de moi, finalement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment un sujet hyper important et je pense qu'à l'avenir, ben, il faudra designer ces Ouais, nouveaux indicateurs pour être vraiment pertinents, hein, par rapport à ce qu'on veut dans ouais, l'amélioration de l'entreprise. Ouais. c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai indiqué dans le modèle de Saint-Gall, quand on approche la question avec la culture de l'entreprise, c'est vrai que ben, il faudra réfléchir. En fait, est-ce que la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce sera facile ou pas de mettre en place ces indicateurs et comment on va les mettre en place pour éviter justement ces éléments ben, qu'on vient d'évoquer ou ces dangers en fait qu'on évoque. Donc je pense que cette pertinence du regard sur la culture ou ce recul qu'on a par rapport à ça peut vous aider sur la façon de placer ces indicateurs et surtout de les restituer. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Peut-être. Il y avait Sylvie, ouais, et Didier. Oui. En fait, c'est juste dans la réflexion qu'on avait quand on a commencé d'aborder ce thème, on avait aussi une autre question qui est peut-être plus un processus interne à l'institution, mais qui parlait en fait de la surqualité.
concrètement, en tant qu'institution, on a en tant que formateur peut-être des intentions d'amener toujours le plus à la place de ce qui est nécessaire. On a tendance à faire des grands scénarios, des grandes choses, des trucs fantastiques qui nous paraissent à nous absolument idéales. Et puis, bah, ça coûte cher. C'est des éléments finalement qui répondent peut-être pas totalement à ce que les gens attendraient de formation qu'on propose. Est-ce que là, il y a des indicateurs qui existent, il y a des pistes qui sont prises? Comment est-ce qu'on fait pour justement influencer cette culture? Parce que c'est aussi dans la culture du formateur, ça de faire toujours le mieux possible. Mhm. C'est vrai que bon, je peux parler en fait du recul que j'ai sur les 15 ans d'activité en tant que formateur que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au début de mon activité professionnelle en tant que formateur, j'ai eu un peu cette tendance du vouloir être parfait partout, quoi. Donc d'offrir finalement, d'avoir les meilleures présentations possibles, d'avoir ci, d'avoir ça. Et du coup, avec le recul, en fait, je m'aperçois finalement que les personnes veulent du simple, c'est-à-dire simple et accessible. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, quand j'interviens en formation, j'ai plus du tout de PowerPoint. Je fais plus du tout. Je suis plutôt avec un truc très simple au tableau. Je mets en place des jeux pédagogiques qui permettent aux personnes d'être actives. Et finalement, c'est plus tellement moi qui me sens obligé d'aller fournir de l'information comme je viens de le faire ici avec une présentation, mais plutôt dans l'idée que je mets en place un espèce de contexte qui va favoriser l'émergence des compétences et que les personnes sont actives et finalement proactives dans l'acquisition de leurs compétences ou de leurs connaissances. Du coup, je pense que l'indicateur que j'ai proposé tout à l'heure, enfin qui m'a été donné en fait par l'institution à laquelle je suis arrivé, j'ai fait cette formation, en fait, il m'indique quelle est la partie pratique et théorie. Puis je vois qu'en fait, ça a eu un impact majeur aussi sur le reste de la satisfaction. Donc je pense que c'est aussi dans cette balance entre la pratique et la théorie que pourrait se situer un des éléments de réponse par rapport à votre question, c'est d'aller vers des choses plus simples où les gens font et n'écoutent pas, en fait, ne sont plus uniquement dans l'écoute. Moi, je vais vous donner un indicateur tout bête, en fait, que j'ai utilisé, alors ça trompe pas, en gros. L'indicateur, pour moi, il est très simple. C'est, je regarde dans 4 heures ou 4 périodes de formation, qui bosse pendant la formation. Si c'est moi qui dois m'investir et puis être en permanence sous les feux du projecteur, ça veut dire que j'ai loupé, pour moi, c'est un indicateur où j'ai loupé ma formation. Si je vois que finalement, sur les, je sais pas, 4 périodes, il y a 3 périodes et demie dans lesquelles les participants ont, eux, été actifs. Quand je dis actif, c'est pas écouter, hein, c'est vraiment actif, voilà. Eh ben, pour moi, c'est un excellent indicateur. Donc, en fait, moins je travaille, mieux c'est. En gros, alors je ne devrais pas le dire comme ça, mais simplifier pour moi, en fait, c'est vrai que je me suis carrément posé cette question comme ça. En fait, c'est qui travaille dans la formation? Et si c'est moi, ça veut dire que c'est un problème. Si c'est les participants, c'est que c'est juste. Si c'est les étudiants qui bossent, ben, c'est eux qui doivent bosser, c'est pas moi en fait, au final. Donc ça, pour moi, c'était le meilleur indicateur par rapport à ça. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte. Maintenant que vous me posez la question, je fais le retour en arrière. C'est vrai que dans mon parcours en tant que professionnel, j'ai pas eu toujours des retours qui étaient aussi positifs que ce que je vous ai montré avant. Et il y a eu des fois, des fois où les gens disaient ouais, on n'a pas été assez actif. Bah, finalement, ça m'a amené à me poser la question, c'est quoi l'indicateur que moi je vais avoir? Bah, finalement, qui doit bosser dans la formation? Et puis quand j'ai pris conscience, c'était les étudiants qui devaient bosser, j'ai dit ah, okay, ah ouais, c'est juste. Donc moi j'arrête en fait. Je bosse beaucoup avant, mais et du coup je suis là pour accompagner l'équipe dans la réflexion, mais je suis plus là pour bosser à leur place, quoi. En gros. Voilà, je ne sais pas si c'est satisfaisant. C'est une bonne approche, merci. Merci à vous. Merci. Je crois qu'il y avait Philippe qui avait levé la main, si je ne me trompe pas. Et puis Solange aussi. Pardon, j'active mon micro. Oui, moi je me posais la question, parce que je suis évidemment confronté à toutes ces questions d'évaluation, et quand on fait de la formation, ben, on est sur
on évalue en permanence, en gros. Et donc, il y a ce que moi, en tant que formateur, je peux faire, comme Raymond Gaffner l'évoquait maintenant, avec les retours que j'obtiens, bien sûr, mais il y a les institutions pour lesquelles je travaille. Et les institutions pour lesquelles je travaille, moi, ma question, c'est l'avis du professionnel est-il pris en compte et comment peut-on le prendre en compte? Parce qu'au fond, de demander, disons, aux participants, on peut considérer comme des clients, de leur demander leur avis, c'est tout à fait légitime et ça rentre parfaitement dans cette logique de qualité. Mais à un moment donné, où nous sommes des professionnels, et comme ça a été très bien dit par Raymond, c'est une perception que les participants ont. Parfois, on leur demande de se positionner sur, par exemple, des questions de compétences andragogiques ou autres, mais dans quelle mesure ont-ils la légitimité de se positionner par rapport à des questions de ce type-là? Et ce que je me pose comme question, moi, c'est comment on peut intégrer dans ces systèmes qualité, et en l'occurrence l'évaluation des interventions, la perception des formateurs eux-mêmes. Voilà. Alors, je dirais que je n'ai pas la réponse à tout, hein. On est bien d'accord. Par contre, effectivement, il y a des vigilances. En fait, c'est pour moi ici, ça pose la question de comment on interprète la lecture de ces indicateurs au final. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on alimente ces indicateurs? Je le mentionnais à un moment de la présentation. Quand on fixe un indicateur, finalement, qui va alimenter les informations pour alimenter l'indicateur? Ici, d'après votre question, si je comprends bien, c'est je confie à des personnes non professionnelles en termes de pédagogie de m'évaluer sur un aspect de la pédagogie. Hein. C'est bien ça à peu près que vous avez dit, quoi. Pas tout à fait, mais c'est un peu ça. Donc, effectivement, je pense qu'il faudrait éviter... en fait, c'est la façon dont on va poser la question aux participants, pour moi, qui va faire la différence. Si je dis, comment évaluez-vous, alors c'est peut-être un peu grossier comment je vais le dire, mais comment évaluez-vous les compétences pédagogiques du formateur? C'est clair que là, on est faux. C'est une mauvaise question, finalement, parce que d'abord, elle permet de prendre aucune décision. Et puis, enfin, elle n'est pas aidante dans l'amélioration continue en tant que telle. Et puis, ensuite, les personnes qui alimentent ça ne sont pas forcément pertinentes dans les réponses qu'ils donnent. Par contre, si je leur dis, les activités qui vous ont été proposées dans le cadre de la formation, vous ont-elles permis, selon vous, d'acquérir les compétences ou d'atteindre les objectifs qui étaient visés? Et du coup, là, on n'est plus sur le formateur, on est sur les activités qui ont été proposées. Et ça, c'est une perception. Et du coup, ce sera dans la vigilance. La vigilance à mettre en place, c'est au moment de la lecture de ces indicateurs, toujours se rappeler qu'il s'agit d'une perception, c'est-à-dire c'est ce que les gens disent, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça veut dire que c'est ce qu'ils ont perçu. Voilà. Et je pense que la vigilance, c'est pas... Enfin, comment il faut dire ça? Le problème vient du fait que on interprète comme si l'information qui nous était donnée était la pure vérité, la vérité vraie et absolue, alors qu'en fait, il faut juste se rappeler que c'est une perception. Une personne qui est pas contente, ben, en fait, elle a perçu quelque chose qui est à l'origine de son mécontentement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison ou qu'elle a tort. Et je pense que c'est cette vigilance à avoir au moment de la restitution. Et ça, j'ai l'impression que, typiquement ici, on pourrait imaginer que plutôt qu'on m'envoie les indicateurs et puis on les balance comme ça par mail, qu'on ait un petit moment d'entretien et puis que la personne qui est en entretien me rappelle, écoutez, voilà, je vais vous restituer une enquête de satisfaction avec des indicateurs. Et je vous rappelle qu'il s'agit de la perception, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison ou tort, mais du coup, de vraiment recadrer finalement la façon dont je renseigne, enfin, je fais remonter ces indicateurs acquis de droit. Oui, merci. Bon, je monopolise encore juste un tout petit peu la parole, mais parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Disons que, alors je trouve intéressant aussi, effectivement, à un moment donné, qu'il y ait un échange
entre l'intervenant, si vous voulez, et, entre guillemets, les gestionnaires. Ces points de vigilance, je pense que tout intervenant, on les connaît. On sait très bien que la perception, ça a été dit hein, dans l'intervention, un groupe pour un même sujet peut montrer un taux de satisfaction très élevé et tout d'un coup on se retrouve avec un autre groupe pour un sujet traité de la même manière. Ah oui. Un taux de satisfaction qui n'est pas du tout le même parce qu'on voit bien que c'est subjectif. Oui. Amené à l'individu. Et donc, le point de vigilance aussi que j'aurais envie de dire, je ne le constate pas de partout, mais ça m'arrive parfois d'être confronté à ça aussi, c'est que le pilotage de la qualité, si vous voulez, est pas tout le temps dans les mains de gens qui sont des spécialistes de la formation. Du coup, il y a une interprétation, ça a été dit aussi, une surinterprétation, enfin toutes ces questions-là. Et peut-être aussi la question là derrière, c'est comment mettre des garde-fous. Comment faire pour que le monde de la gestion puisse, je dirais, se rencontrer avec le monde de la formation et voilà. Bah, Alors, je pense qu'ici, on est par rapport à cette question, effectivement, en prise avec une difficulté que moi j'ai rencontrée, mais pas seulement en formation, un peu partout en fait dans les entreprises, c'est que quand on confie finalement le métier au gestionnaire, il y a beaucoup, je sais pas, un financier par exemple, pour dire quelque chose, qui n'est pas du métier, et ben, du coup, ses compétences ne permettent pas en fait d'avoir une interprétation juste des informations qu'il a en main. Donc effectivement, pour moi, là, ici, il y a une clarification à faire au moment même où on décide de poser des indicateurs. Et ça ne doit pas être fait par une personne ou un groupe de personnes, enfin un groupe spécialisé de personnes. Ça doit être une discussion en fait qui est faite au niveau de l'entreprise et ça doit mobiliser finalement plusieurs acteurs pour déjà décider de quels indicateurs on va mettre en place. Et ça, pour moi, ça nécessite un débat interne, effectivement, pour que l'ensemble des parties prenantes soient, je l'ai mentionné ici dans la présentation, leadership et implication du personnel. C'est-à-dire que quand je décide de mettre en place des indicateurs ou le système autour de ces indicateurs, eh bien, je ne le fais pas juste du top-down. Je le fais avec un collège de personnes qui a des intérêts et qui va pouvoir aussi dire, moi, j'ai besoin de tel indicateur et voilà comment j'aimerais être renseigné à propos de... Je pense que là, il y a une discussion avec des groupes de travail ou des représentants de certaines fonctions dans l'entreprise qui devraient être consultés, à mon avis. Merci. Je vous en prie. Ok. Voilà, je peux prendre la parole? Oui, bonjour. Solange Dunant, donc j'ai 2 activités dans ma vie. Je fais d'une part, je monte des systèmes qualité, donc le mot système qualité pour moi a une grande résonance, surtout dans la formation. Et à côté de ça, j'ai également une activité d'auditrice pour un organisme de certification. Donc j'ai les 2 regards. Et ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que dans les entreprises de formation, la notion déjà de système est quelque chose de très nouveau. Et que ça soit ISO maintenant EDUCA, il y a tout un apprentissage au niveau de l'entreprise pour, comment dirais-je, appréhender ce que c'est qu'un système. Et c'est vrai que si on regarde le titre que l'on avait donné à cette présentation, enfin ce webinaire d'aujourd'hui avec le groupe de l'ERQFA, c'est quels indicateurs, approche systémique pour évaluer la qualité. Donc, j'en viens à ma question, c'est comment vous pouvez, intégrer, alors vous avez donné un bout de réponse dans votre intervention qui vient de se produire. Il n'y a pas que la formation, parce que vous pouvez avoir les meilleurs formateurs du monde où ils sont tous très bien, mais votre entreprise, elle va péricliter pour tout un tas d'autres raisons. Et le système de la qualité, c'est justement tout ce management et la création de la valeur.
Oui. Donc, quand vous dites que les processus de soutien, c'est avant tout là où on met des indicateurs, je partage moyennement votre vision, parce que si vous ne mettez pas des indicateurs sur la plus-value que vous apportez, ben vous ne pourrez jamais mesurer votre performance et entrer dans le système de l'amélioration continue. Donc, comment vous faites, je viens à ma question, comment vous faites pour prendre les indicateurs de la formation, qui sont le cœur de métier de l'entreprise qui dispense des cours et qui fait monter les compétences et des personnes, pour l'intégrer dans tout le reste, et que ça soit ISO ou Educa, surtout maintenant Educa, avec leur retournement de poids, si j'ose dire, où tout à coup, ils ont pris conscience que le management, s'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait, ben, il n'y avait pas de qualité. Et toute la norme parle des indicateurs, de la mise en œuvre des exigences dans un système. Et tous les critères sont reliés entre eux. Et il n'y a pas un critère qui est plus important que l'autre, comme dans ISO, qui fait que la formation est d'un côté, puis le management est de l'autre, et il gère les 17 autres critères. Donc, comment vous faites? OK. Alors, quelles seraient les pistes que vous pourriez nous offrir? Est-ce que j'ai été claire pour tout le monde? Oui. Alors, peut-être déjà pour corriger, je me suis peut-être mal exprimé pendant la présentation, mais en fait, les principaux indicateurs ne sont pas à mettre sur les processus de soutien, mais sur l'ensemble. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on constate aujourd'hui que la plupart des indicateurs sont posés sur l'ensemble des processus. Alors, ça peut être les processus de management, les processus dits commerciaux, qui sont en fait les processus métiers, ici la formation, et puis les processus soutien. Donc, c'est l'ensemble de cette facette en fait, sur lesquelles on pose des indicateurs. Donc, ça va déjà dans le sens que vous évoquez. Finalement, ce n'est pas sur les processus soutien qu'il faut mettre l'effort, ce sera sur la plus-value, c'est-à-dire les processus métiers. Voilà. Alors, je dirais, alors ça, c'est mon regard un peu pragmatique qui vient de l'industrie, finalement, en tant que responsable qualité. Ma préoccupation en tant que responsable qualité, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont aux commandes aient les bons outils et les bonnes informations pour prendre leurs décisions. Donc, ça veut dire nécessairement que je vais devoir faire des choix. Il y a des indicateurs que je vais même pas utiliser ou pas du tout considérer. Et puis, il y en a d'autres sur lesquels je vais mettre un effort. Voilà. Alors, comment je fais ça? Alors, la première chose qui, moi, me vient à l'esprit, c'est dire, finalement, c'est quoi ma mission en tant qu'entreprise? Et parce que finalement, c'est ça qui va être important. Si un hôpital, il vous accueille super bien, mais il ne vous soigne pas, puis qu'il vous laisse mourir, bah, il n'a pas fait son essentiel, quoi. Alors, certes, l'accueil va être important pour percevoir la qualité de l'accueil, mais la base d'un hôpital, c'est pas ça. La base, c'est la compétence d'être capable de soigner des personnes. Point. Donc, je me recentre déjà là-dessus. Ça, c'est ma première priorité. Et si, déjà, sur cette priorité, je suis clair sur les indicateurs qu'il me faut, c'est déjà pas mal. Maintenant, j'irai voir, en fait, dans un deuxième temps, plutôt que de décider moi-même de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, c'est d'aller consulter mes clients. C'est-à-dire, un restaurant, je prends l'exemple du restaurant. Bien sûr, le restaurant, c'est une bonne nourriture, quoi. Enfin, c'est des bons plats, bien cuisinés, etc. Et là, il va y avoir aussi, pour moi, par exemple, si on me pose la question, c'est l'accueil qui viendra juste après. Et puis après, il y aura peut-être un truc super important, c'est le service, le temps d'attente que je dois avoir entre le moment où j'ai fini mon repas et que je peux payer. J'ai horreur de devoir attendre 3 heures pour pouvoir payer. Et pour moi, c'est un truc super important. En tant que client, hein, bien sûr. Donc, je vais consulter, si j'étais un restaurant, je vais consulter mes clients, alors évidemment pas un seul, mais je vais consulter mes clients sur quels sont les aspects qui pour eux sont importants pour dire j'ai passé un bon moment au restaurant ou pas. Et c'est sur cette base-là que je vais choisir de placer des indicateurs, mais pas sur des technocrates qui me disent que
45 minutes, c'est 45 minutes, quoi. Je m'en fiche, en fait, de savoir ça. Et donc, ça, je balaye. Parce que je veux me recentrer sur des choses qui sont importantes pour moi. Et voilà, où sont mes priorités pour éviter de noyer les gens dans une masse d'indicateurs qui leur servent finalement à rien. Voilà. Et pour éviter ça, ça prend beaucoup de ressources de faire ce travail sur les indicateurs, de les nourrir, de les discuter, parce que ça ne sert à rien d'avoir des indicateurs qu'on balance comme ça et puis qu'il n'y a pas il n'y a pas un travail qui débouche de la lecture de ces indicateurs. Et du coup, pour moi, je m'y prendrai comme ça. Qu'est-ce qui est déterminant pour mon client, mais aussi pour moi, en tant qu'entreprise, hein, quand je dis moi, c'est en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qui est déterminant pour moi? Et c'est là-dessus que je vais placer les indicateurs, et pas sur le reste. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire « Ouais, tu devrais encore, tu devrais encore, tu devrais encore. » Ben oui, on devrait peut-être encore, mais moi, je ne veux pas faire ça, j'ai d'autres choses à faire. Mon métier, il est plus important que de remplir des indicateurs sur le temps que j'ai passé à faire une préparation d'une formation. Ben, je prends le temps que je dois et puis c'est fini, quoi. Je ne vais pas commencer à me faire surveiller sur le temps que je vais devoir mettre pour élaborer une formation. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, ça m'est complètement égal. Voilà, mais après, quand vous avez un indicateur, si on parle des BSC, des Balanced Scorecards, par exemple, qui sont quelque chose aussi de systémique, où vous avez la finance qui va dire oui, mais ok, c'est pas important pour toi de mettre tant de temps pour préparer ta formation, mais vous allez créer comment dirais-je, une espèce de dysfonctionnement ou même il y a quelque chose qui va entre le temps réel qui est passé et le temps admis, et vous allez vous retrouver peut-être avec des problèmes de conflit en interne. Donc, comment vous allez mettre d'accord ceux qui regardent l'indicateur de la finance, ceux qui regardent l'indicateur du marché? Oui. Et ça, c'est le système qualité, il ne peut pas faire l'économie de cette approche. Non. Alors, il ne faudra surtout pas faire l'économie de la discussion autour de ça. Alors, je vais prendre votre exemple, en fait, qui me paraît super intéressant par rapport aux finances. En fait, il est possible que si j'ai utilisé plus de temps que prévu pour faire préparer ma formation, du coup, ça va poser un problème sur le plan financier. Maintenant, la question va devoir se poser autrement pour moi. Et c'est là que je disais, l'indicateur se pose toujours sur l'effet et pas sur la cause. Maintenant, imaginons, avec cette réflexion, que je dise, OK, on a prévu 1 heure de préparation pour la formation et je me tiens à 1 heure. Imaginons, j'ai le 60% de ma formation qui est bien ficelé, et puis j'ai le 40% de ma formation où j'arriverai en animation, puis qui ne va pas, qui n'est pas en lien avec mes objectifs, ou je ne sais pas où je vais, ou j'ai une difficulté. Finalement, au final, la formation sera mise en danger par le fait qu'elle est mal préparée. Et ce ne sera pas par le fait que j'aurai dépassé de 1 heure ou 1 heure et demie mon temps de préparation. Donc l'important, finalement, l'enjeu même financier, il sera placé en fait sur la satisfaction de mes clients et pas sur le temps que j'ai passé pour le faire. Donc c'est encore une fois, où est-ce que moi je décide, parce que ça c'est une décision que vous prenez et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit la prendre à votre place. C'est quand je parle de vous, hein, c'est entreprise, bien sûr, vous en tant qu'entreprise, c'est quelle décision vous prenez à ce propos et où vous mettez la priorité. Et on ne peut pas avoir 8000 priorités. Il y a des choses qui sont importantes, puis il y a des qui le sont moins. Ben, je me fixe sur ce qui est véritablement important. Et pour moi, ce sera le garant financier de la pérennité de mes formations. Ce sera la qualité qui sera perçue par les clients, parce que c'est eux qui vont faire la publicité. Et donc, le coût que j'aurai, qui est associé au fait que je n'ai pas pris assez de temps, il sera bien plus élevé que le coût que j'aurai en ayant débordé un petit peu mon temps de formation. Et c'est comme ça que moi, j'aurais tendance à lire, mais c'est une lecture très pragmatique. Et du coup, pas technocrate du tout. Alors oui, les aspects financiers, j'en tiens compte. Et du coup, ça veut dire que ça m'alerte sur « attention, tu prends trop de temps pour faire tes formations », mais ça n'empêche pas que la formation X, ben, je vais devoir y donner le soin que je veux, quoi.
Là, donc, retour au processus à ce moment-là. C'est ça. Ouais, exactement, retour au processus, exactement. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Ça ne veut pas dire qu'on va devoir baisser le temps de préparation, ça voudra dire peut-être qu'on devra discuter autrement, quoi. D'accord, merci pour… Je vous en prie. Mais c'est évidemment une question hyper complexe et qui demande une fois de plus, je pense, une réflexion en collège et pas une réflexion individuelle avec justement ces enjeux financiers, les enjeux RH. On n'est plus dans cette idée-là. On est effectivement dans l'idée que c'est un ensemble d'indicateurs qui doit nous permettre d'aller au mieux sans considérer un à la place de l'autre ou qui prend trop de place par rapport à l'autre. Donc, pour faire ces choix, moi, je me dis toujours, c'est quoi qui est important, puis c'est quoi qui l'est moins. Okay. Merci. Je vous en prie. J'aimerais bien rebondir sur cette discussion que je trouve vraiment intéressante parce qu'en fait, là, on a parlé d'une vision de la formation plutôt liée à l'entreprise, où il y a finalement une décision, moi je te rejoins tout à fait Raymond, puis on en a des manifestations régulièrement que quand on peut discuter, quand on peut justement s'accorder sur qu'est-ce qu'on met comme sur les objectifs déjà d'une part, puis après sur comment, qu'est-ce qui va nous permettre d'évaluer le succès, enfin, etc. Mais on sait que enfin, en tout cas, beaucoup de formateurs, beaucoup d'institutions de formation sont confrontés à la difficulté d'avoir des clients de différentes couches. Je pense par exemple toutes les formations qui sont données pour telles que pour le chômage ou pour la migration, ou et qui ont en fait un client indirect et un client direct. Et où là, les indicateurs très souvent échappent totalement, on va dire, à la volonté du formateur ou de l'institution de formation, ou en tout cas très largement lui échappent, et ne sont pas toujours cohérents ou pertinents par rapport à l'objectif, on va dire, du succès ou de la satisfaction des clients indirects que sont les participants ou que sont les objectifs fixés pour eux. Alors, il n'est pas question de se dire ben, c'est tout ou rien, mais moi j'aurais tendance à dire qu'il y a là à essayer de rechercher comment on combine les deux, parce qu'on ne peut pas s'opposer à. On va pas, je ne pense pas qu'une institution a suffisamment de poids, par exemple, pour modifier les indicateurs du service, enfin de l'Office fédéral en matière de migration, etc. Donc, c'est toujours la même chose, c'est sur quelle zone on peut avoir de l'influence. Par contre, c'est peut-être d'avoir des couches différentes ou des niveaux différents d'évaluation, déjà d'indicateurs. Et alors déjà, je pense que ça, c'est une chose. Et surtout, de garder toujours en tête, moi, j'ai beaucoup aimé que tu mettes ça en avant, parce que pour moi, c'est primordial quand on est face à ces blocages un peu, hein, où on se dit, mais comment je me positionne là-dedans? C'est que les indicateurs ne donnent pas une solution, qui sont juste une ouverture vers une recherche des causes et une recherche finalement, une piste de réflexion, on va dire. Je me dis qu'en tant que formateur ou en tant qu'institution de formation, si déjà on a une conscience de ça et qu'on s'en sert comme boussole, ben, on peut du coup arriver à s'arranger même quand les indicateurs finaux sont peut-être pas les plus pertinents et les plus cohérents pour la formation. C'est un petit peu ce que je retiens de tout ça, puis peut-être une piste pour les acteurs de la formation frustrés par justement des fois ces incohérences. Hein. Oui. Effectivement, je pense que c'est une bonne discussion, c'est un bon débat. Et j'aurais tendance, en fait, à rappeler aussi que des fois, il faut avoir juste le lâcher-prise nécessaire pour dire « Oui, l'indicateur, il m'a montré qu'il y a un truc qui ne joue pas. » C'est comme si, par exemple, je vais sortir, puis il y a beaucoup de pluie. Ben, je ne peux pas m'attaquer à la pluie, finalement. Je ne peux pas changer ça, je ne peux pas changer la pluie.
Et du coup, ce sera plutôt lâcher prise, c'est-à-dire oui, il pleut, du coup, qu'est-ce que j'en fais? Et finalement, ça va être la question, la lecture d'indicateurs était mauvaise, finalement, j'en fais quoi? Mais c'est pas punitif, un indicateur. Ça peut être formateur, un indicateur, ça peut être juste un indicateur pour montrer une direction à prendre ou à ouvrir un débat qui est nécessaire, qui n'aurait peut-être pas été visible, enfin, qui n'aurait pas été décidé parce que le thème n'a pas été rendu visible. Et l'indicateur, c'est justement ça. C'est pas qu'il soit toujours bon, c'est qu'il montre quand il y a des choses qui ne jouent pas. Et puis du coup, ça mérite de faire une réflexion. Mais l'indicateur n'est pas, comment il faut dire ça, n'est pas l'information absolue pour conduire une entreprise. C'est juste un indicateur qui me dit quelque chose, quoi, et qu'est-ce que je veux savoir, et qui finalement me permet d'engager quelle discussion au sein de mon organisation pour essayer de trouver des améliorations. Mais en aucun cas, il ne faut jamais prendre un indicateur comme étant la vérité absolue et puis qui donne des solutions, parce qu'un indicateur n'en donne pas, effectivement. Donc je pense là, il faut être raisonnable dans l'utilisation de ces indicateurs. Et puis effectivement, malheureusement, moi j'ai vu des dérives aussi dans l'industrie à propos des démarches qualité, où on veut aller trop loin, où c'est trop technocrate. Et puis du coup, pour moi, il faut abandonner cette idée, quoi. Enfin, finalement, oui, il y a des technocrates, ils existent aussi. Alors, s'ils ont envie d'avoir leurs indicateurs, qu'ils les aient, mais en fait, qu'ils viennent avec les difficultés qu'ils rencontrent pour enrichir un débat avec leurs indicateurs et pas comme étant en fait force de loi finalement. Un indicateur, c'est pas une loi, quoi. Donc je suis tout à fait d'accord. Ça nécessite plus de participation active et d'intégration des personnes concernées dans une réflexion plus globale. Mais effectivement, un indicateur en soi ne donne pas de solution. Je vois pas s'il y a d'autres questions, mais moi j'avais encore juste une petite chose aussi que je trouve importante par rapport à toute cette cohérence entre les indicateurs et ce qu'on en fait. Il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui pour moi est aussi très très important, c'est la responsabilité des apprenants dans la notion de qualité de la formation. C'est-à-dire que tous les acteurs ont une part de responsabilité. Et comme tu le disais, il y a des indicateurs, par exemple en termes de participation, d'avoir des méthodes participatives, de voir, on voit assez rapidement la motivation des personnes, leur engagement, ces choses-là et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est rarement, on va dire, formalisé dans les évaluations, alors que pour moi, c'est un critère qui est aussi très, très important. Parce qu'effectivement, la responsabilité de la qualité d'une formation, elle est multipartite. C'est clair, bien sûr. Juste revenir sur cet élément. Oui, oui. Ouais, c'est bien de revoir un peu la formation comme étant la réussite d'une formation comme une co-responsabilité des différents acteurs. Je pense que c'est important. Puis c'est vrai que c'est pas forcément mesuré. La seule chose qui me vient à l'esprit qui est mesurée, c'est le taux de présence à une formation. Ça montre l'implication des gens, entre guillemets, mais c'est aussi du présentéisme, hein, on peut aussi le comprendre comme ça. Du coup, ça ne veut pas dire que les gens sont présents physiquement, qu'ils soient présents mentalement. Donc, c'est vrai que ça, ce n'est pas mesuré du tout. En revanche, je pense que, je ne verrais pas comme ça, but en blanc, un indicateur à poser là-dessus aujourd'hui, comme ça. Je ne vois pas comment le mesurer. À part, ce que j'avais évoqué, c'est finalement estimer combien de temps les gens sont actifs. Par exemple, je prends la construction d'un pont que je fais souvent en formation de management. En fait, combien de temps les gens sont actifs dans une activité et combien de temps ils sont à écouter finalement. Quelle est la proportion que dans mon plan de formation? Et ça peut être un premier indice. Si maintenant je vois que une personne ne participe pas, ou si c'est l'ensemble du groupe qui ne participe pas, c'est une autre information que j'ai en tant que formateur, mais que je communique pas nécessairement à une institution, quoi. C'est vrai que c'est pas fait comme ça, quoi. Et je suis pas sûr que
ce soit utile à l'institution. Enfin, voilà, c'est un questionnement. En fait, il faudrait voir, discuter avec les personnes responsables de l'institution, voir si c'est un aspect qui serait important à évaluer. Mais aujourd'hui, comme ça, je ne vois pas les moyens de le mettre en œuvre, personnellement. Mais c'est vrai, on oublie que effectivement, les apprenants sont aussi une partie prenante à la formation. Ouais. Mm. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Alex, parce que moi, je ne vois pas tout le monde. Ah oui, alors il y a 2 personnes qui ont la main levée, Catherine Bonguin et puis Solange Dunant. Je ne sais pas si c'est une vieille main ou une nouvelle main. On ne t'entend pas, ni Catherine d'ailleurs. Solange et Catherine, on ne vous entend pas. Oui, moi j'ai terminé. Voilà. Est-ce que ça va maintenant? Elle s'enlève ou bien? Elle est toujours là, c'est pas grave. Baissez la main. Oui, alors Voilà, Catherine, on vous écoute. Je peux y aller? Oui. Donc, moi, je suis restée silencieuse en écoutant toutes ces belles présentations jusqu'à présent. J'ai une expérience qui ressemble beaucoup à celle de Solange, tout en ne le connaissant pas. Je ne suis pas formatrice FSCA, je suis auditeur de systèmes d'organisation de beaucoup de spécialités différentes, on va dire management de la qualité, environnement, responsabilité sociale. Enfin, ça fait à peu près plus de 30 ans que je m'occupe de ce genre d'activité. Et disons que plus récemment, j'ai fondé avec d'autres partenaires. Je ne suis pas la présidente de la société, mais je suis partenaire actif, une société qui propose des assessments sur des groupes de personnes qui peuvent être correspondantes par métier, mais aussi par processus. Et je partage aujourd'hui, disons, cette information parce que je pense que là où on veut des indicateurs sur des processus qui puissent permettre de mettre en évidence ce qui se passe dans un groupe de travail sur un processus peut être très utile au système d'organisation de formation, mais aussi aux institutions plutôt qu'aux entreprises du monde industriel ou du monde des services. Et donc, il me semble d'avoir compris qu'autour des propositions qui sont faites ici, dans la mesure des indicateurs, on ne prend pas encore en compte ce type d'évaluation qui, je pense, peut être très utile à de nombreuses personnes, à de nombreuses organisations. Donc, la proposition que je fais, c'est d'explorer ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, de comment dire, demander un projet pilote pour voir ce que ça représente, même quand on est formateur. Moi, j'ai formé des personnes sans être, comment dire, formateur FSCA, parce qu'en fait, nous travaillons dans des organisations qui ne sont pas seulement suisses, et nous n'avons donc pas l'intérêt, si l'on veut, à la certification et du quoi plutôt que FSCA. Nous sommes orientés au monde entier. Nos propositions sont en 6 langues, donc elles sont à la disposition des formateurs et du marché des formateurs. C'est-à-dire que, sans vouloir faire de la publicité dont je nomme pas qui nous sommes, si les personnes ici veulent approfondir, c'est avec grand plaisir qu'on met à disposition ce que l'on propose. Et je pense que ça va aussi de l'avant autour du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des indicateurs qui puissent être aussi systémiques. Ces outils peuvent s'utiliser aussi pour faire des analyses organisationnelles. Et voilà, avec ça, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de ce webinaire. Si quelqu'un veut encore poser une question, faire une remarque, rebondir sur une des interventions. Moi, je voulais encore vraiment te remercier, Raymond, parce que je trouve que c'était vraiment très, très, très clair et j'aime beaucoup la manière dont tu as fait le lien entre la notion d'indicateur de manière générique et puis
on a pu faire le lien après avec nos activités de formation. Moi, j'ai plein de pistes de réflexion parce qu'on est aussi dans des réflexions sur les indicateurs. Et voilà, moi, je voulais déjà juste te remercier pour ça. Et puis, je trouvais que c'était vraiment important de pouvoir faire cette boucle. Merci pour ton retour. Ouais, c'était très, très bien. Merci beaucoup. Donc, ça répond bien, en tout cas, aux réflexions qu'on a eues dans le comité RQFA, je crois. OK. OK. Ouais. Et peut-être aussi, pour nous, le but, c'était d'en discuter, non, et de ne pas lier ça à une norme à une autre, mais vraiment de parler processus et indicateur global. Et je crois qu'on a tous des bonnes pistes de réflexion. Même avec la dernière intervention, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans ce secteur ou dans d'autres secteurs, mais qui se retrouvent quand même finalement avec la globalité de la réflexion est de toute façon essentielle. Prendre un petit peu de distance à ce qu'on fait, en fait, en tout cas. Merci infiniment aussi pour la présentation. Merci à vous, c'est très gentil. Merci pour le retour. Merci beaucoup à Raymond Gaffner, à toutes les personnes participantes et puis au comité RQFA pour l'organisation de ce webinaire.